Bonjour et bienvenue à ce webinaire Expérience et apport de la méthode CPIM dans la prise en charge des TND. Et ce webinaire sera présenté par Virginie Degré, médecin spécialisée dans les troubles du neurodéveloppement. Et je participerai aussi dans la session de questions-réponses. Je suis Gabriela, l'auteur de CPIM, neuropsychologue et psychothérapeute. Bienvenue à tout le monde. Bonjour. 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 Bonsoir à tous. Je vous... Bonsoir. Bonsoir. Merci à toutes, à tous de vous être connectés, aussi nombreux ce soir. Je vous propose que je vais vous faire du coup une présentation dans ce webinaire et il y aura un temps de questions-réponses qui viendra à la suite, à la fin. Donc, je pense qu'on va avoir une petite heure, voire un peu moins, je pense, sur la présentation et après on aura un temps d'échange pour les questions. Voilà. Et je vous remercie de couper vos micros voilà, pour qu'on arrive à tous bien s'entendre. Super. Mais c'est ça, W, c'est mon casque. Alors, donc, hop. Donc, je vais d'abord me présenter un peu mon parcours pour que vous sachiez un peu plus qui je suis, c'est moi qui vous présente cette méthode, enfin, comment je suis arrivée à, à mettre en place cette méthode CPIM et quel est mon parcours. Je vais vous présenter du coup la méthode associée aujourd'hui à la prise en charge de troubles du neurodéveloppement, les fondements théoriques de la méthode CPIM, la mise en œuvre de la méthode CPIM en pratique clinique, l'analyse comportementale et la dynamique familiale autour de la méthode CPIM, et enfin l'intégration et la pertinence et la complémentarité de la méthode CPIM dans ma pratique. Voilà. Donc, voilà, du point de vue d'un médecin, voilà, moi je suis médecin généraliste du coup de formation et j'exerce dans une maison de santé pluriprofessionnelle en libéral en Haute-Savoie, à Creuseuil précisément. Je suis également maître de stage universitaire, donc j'accueille des étudiants et notamment des internes en médecine générale qui donc ont pu du coup depuis... Manque des règles, mon petit truc. Ah, excusez-moi, il y a un micro qui est encore ouvert. Il est éteint. Donc j'ai également fait un DU, donc un diplôme universitaire dans les troubles du neurodéveloppement en 2019-2020 à l'université de Montpellier. Je me suis formée à la guidance Barclay en 2021 et j'ai donc pu accompagner des sessions en binôme avec d'autres professionnels de la maison de santé dans laquelle j'exerce. J'ai pu accompagner 3 sessions avec des familles sur le modèle la guidance Barclay. Je me suis également formée aux habiletés sociales, au groupe, ce que je n'ai pas forcément mis en pratique, mais ce qui a pu me donner des clés dans la compréhension des groupes aujourd'hui. J'ai une formation aussi dans l'éducation thérapeutique du patient. Et donc actuellement, je suis dans un exercice spécialisé dans les troubles du neurodéveloppement, qui est un exercice exclusif. Donc je fais plus du tout de médecine générale depuis mai 2024. J'ai eu la chance de faire partie des experts euh, qui ont établi les recommandations avec la Haute Autorité de Santé sur le TDAH de l'enfant et de l'adolescent qui sont sortis en septembre 2024. Je suis formée du coup module 2 CPIM depuis septembre 2024, donc ça fait un peu plus d'un an que j'accompagne des familles dans cette guidance. Donc je vais essayer de vous présenter un peu cette méthode. Donc les troubles du neurodéveloppement, je vais être rapide, je pense qu'on a un public qui est quand même averti. Donc c'est des troubles qui ont une origine neurologique, qui perturbent la manière dont le cerveau se développe et fonctionne.
et peut engendrer des difficultés durables dans l'acquisition ou l'exécution de certaines fonctions comme la communication, la motricité, l'attention, les apprentissages ou les interactions sociales. Donc, dans ces troubles du neurodéveloppement, on distingue donc le trouble déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, le trouble du spectre de l'autisme, les troubles spécifiques des apprentissages, les troubles de la communication, les troubles du langage, euh, les troubles du développement intellectuel, les troubles moteurs, dans lesquels on peut également trouver donc les troubles développementaux le trouble développemental de la coordination, ainsi que les tics et le syndrome de Gilles de la Tourette. Donc, moi, je vais vous présenter donc le principe et les spécificités de la méthode CPI. C'est une approche c'est une méthode qui adopte une approche intégrative, qui est centrée sur les fonctions exécutives de l'enfant pour un accompagnement qui va se dire complet. Cette méthode, elle va mettre en jeu le principe de cothérapie avec les parents pour renforcer leur rôle dans le développement de l'enfant. C'est eux qui vont être les acteurs de la thérapie. Et ce travail va être collaboratif, donc avec eux, et va permettre de favoriser une prise en charge assez globale en intégrant la dynamique familiale et sociale. L'intérêt de l'approche est centré sur les fonctions exécutives et la cothérapie. Donc, les fonctions exécutives sont essentielles aujourd'hui pour réguler les comportements et développer l'autonomie individuelle. Donc, le principe, c'est que si les fonctions exécutives, enfin, c'est que c'est primordial, on va dire, au développement, même presque des autres fonctions développementales. Si on ne maîtrise pas ces comportements-là, ben, on aura du mal aujourd'hui à pouvoir développer des fonctions de motricité, de communication, d'attention. Donc c'est des fonctions qui vont être nécessaires pour accompagner tous les autres champs du développement. Dans la cothérapie, donc, on engage les parents dans ce processus et l'idée, c'est de soutenir de façon durable les changements. C'est-à-dire que les parents continuent à appliquer la méthode sans revenir en arrière. Et voilà, c'est un peu le challenge. Donc, dans les fondements théoriques de cette méthode, donc, on va revoir un peu le rôle des fonctions exécutives dans les troubles du neurodéveloppement. Les fonctions exécutives, elles incluent, c'est non exhaustif hein, la liste, mais la planification, l'initiation, la mémoire de travail, le contrôle inhibiteur, et tout ça, donc c'est essentiel, comme je l'ai pu l'expliquer avant, à la gestion comportementale. CPIM va cibler spécifiquement la fonction d'initiation, qui est la fonction qui permet de se mettre en route, de démarrer, et le contrôle inhibiteur, qui est donc la fonction qui va nous permettre de stopper nos actions pour pouvoir en démarrer une autre, en fonction du contexte dans lequel on va se trouver. L'impact sur les TND. Donc l'altération de ces fonctions exécutives, elle est fréquente, enfin, elle se retrouve dans les troubles du neurodéveloppement. Et donc, ça va influencer de façon plutôt négative la gestion des comportements quotidiens. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à gérer, à s'arrêter, eh ben, on va avoir des difficultés à démarrer une autre tâche. On va avoir des difficultés à faire des éléments, enfin, à développer de l'autonomie dans le quotidien. Si on ne peut pas développer, si on ne sait pas démarrer, initier une tâche, eh ben, ça va générer aussi des difficultés pour, euh, euh, pour être autonome. Et donc, ce qu'on va voir, c'est que les parents, ils vont prendre cette place. Et donc, ça va être tout l'intérêt de cette méthode CPIM, c'est que les parents vont prendre conscience que, on va les amener à prendre conscience que l'enfant doit développer ces fonctions qui sont essentielles
à sa gestion comportementale. Et donc, comprendre ces fonctions, ça permet d'adapter les interventions thérapeutiques pour améliorer les résultats dans les troubles du neurodéveloppement. Donc la méthode CPIM, elle va s'inspirer à la fois de neurosciences. Enfin, on va se baser sur les connaissances sur le fonctionnement, la structure du cerveau humain. On va aussi faire appel à la thérapie cognitivo-comportementale et émotionnelle, qui est une approche bien connue et recommandée dans les troubles du neurodéveloppement, qui consiste du coup à permettre d'intégrer des pensées, enfin, de pouvoir, comment dire, euh, être conscient de difficultés qu'on peut avoir sur le plan des pensées pour pouvoir moduler les actions, les comportements qu'on va mettre en place. Je pense que d'autres personnes l'expliqueraient mieux que moi. Ensuite, l'approche systémique, ça va consister à analyser les interactions qu'on va avoir au sein de la famille et des groupes sociaux et comment celles-ci vont venir s'imbriquer pour être à l'origine peut-être aujourd'hui de comportements problématiques, mais comment ces interactions vont pouvoir également devenir des processus thérapeutiques. La méthode CPIM, elle combine donc des neurosciences, de la thérapie cognitivo-comportementale et de la systémique pour une prise en charge plutôt globale et voilà que moi je trouve efficace dans ma pratique. Voilà, comment je la mets en œuvre, cette méthode CPIM en pratique, moi, de mon point de vue de médecin. Donc, la première étape va consister, enfin, il va y avoir une observation attentive. C'est-à-dire que le parent, la première cible, c'est que le parent, il va apprendre à observer les comportements de l'enfant pour mieux comprendre quelles sont ses ressources, ses besoins et le fonctionnement. Donc, je vais vous expliquer après dans les temps, dans les étapes. Mais l'idée, c'est que le parent, il prenne conscience que l'enfant, il a des difficultés d'inhibition ou d'initiation, et ou d'ailleurs, et qu'il prenne conscience également de ses propres réactions. Par exemple, que lui, il s'énerve constamment, ou alors il a tendance à éviter que l'enfant se mette dans une situation où il doit s'arrêter, où il va avoir tendance à faire à la place de l'enfant. Donc tout ça, c'est des choses qui vont être importantes à, à observer, en tout cas sur lesquelles le parent va devoir apprendre à observer. Donc les adaptations, le parent va devoir par la suite donc ajuster ses réactions pour soutenir efficacement le développement et le bien-être de son enfant. Et associé à ça, donc il va falloir que le parent il soit actif dans cette prise en charge pour que les choses elles évoluent et pour que les interventions soient donc efficaces. Donc dans la première étape, ça consiste à réaliser une activité coopérative enregistrée. Donc l'activité, elle va être filmée ou enregistrée pour capturer les interactions précises entre l'enfant et le parent. Donc moi, en pratique, je les reçois dans mon cabinet et donc je vais leur faire une interaction. Ça fait partie de la méthode. C'est une interaction qui ne nécessite pas... on va mettre l'enfant est capable de faire sans que le parent l'aide. Donc on va demander quelque chose d'assez simple et de coopératif. L'idée, c'est que cette interaction, elle oblige le parent et l'enfant à se mettre en situation de coopération. Donc, on va les obliger à mettre en place des stratégies de travail ensemble. Et donc, ça va nous permettre de voir quelle est la dynamique de cette interaction. Les échanges, après, on va les analyser pour comprendre les comportements que l'enfant va avoir et les relations entre les participants. On va identifier les interactions et leurs conséquences sur les fonctions exécutives de l'enfant. Je vais m'expliquer. En gros,
On va distinguer les interactions où l'enfant va être en situation où il va diriger, c'est-à-dire que l'enfant, il va plutôt dire ah non c'est moi qui fais, non ça je veux pas, je veux. Grosso modo, ça va être plutôt le côté assez directif de l'enfant. Et donc cette interaction, on va la qualifier de plus et elle s'associe dans ce qu'on a pu observer l'analyse, enfin dans l'exploration aujourd'hui de ce qu'on a vu dans CPIM à un défaut d'inhibition. On a du mal à s'arrêter. Et associé à ça, on va aussi analyser au cours de cette interaction les comportements adaptatifs des parents. Est-ce que les parents, comment ils se positionnent par rapport à l'enfant? Voilà, est-ce que le parent il dit ok, il n'y a pas de souci, vas-y fais, je te laisse faire, je te regarde. Ou bien le parent il va dire bah non, moi j'aimerais bien faire ça et voir un peu comment l'enfant réagit derrière. Est-ce que l'enfant dit bah non, moi j'ai pas envie, tu fais ça. Là on va être typiquement dans cet exemple dans enfin on va avoir un enfant qui va avoir tendance à diriger l'interaction et on va essayer de voir comment le parent quelle stratégie il met en place éventuellement pour rendre collaboratif Oui, cette activité. Et comme deuxième type d'interaction, on va avoir les interactions où ça va être le parent qui va être en situation de direction de l'interaction. Et on va considérer que c'est une interaction moins, avec donc comme fonction exécutive associée en déficit, l'initiation, avec donc la difficulté à démarrer. Donc c'est une situation où le parent va avoir tendance à être extrêmement directif avec l'enfant en disant alors qu'est-ce qu'on fait? Tu fais ça. Ok, d'accord, c'est très bien, vas-y, continue. Et ensuite, ça serait bien de faire un truc là, 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 là. Ce que je suis en train de vous décrire, c'est l'interaction, c'est un dessin en commun. Parce que ça vous parlera peut-être un peu plus si je vous donne un peu l'activité qui est proposée. On leur demande de faire un paysage en équipe sur une durée qui est limitée. Et donc voilà. Et donc voilà, donc on va avoir effectivement des parents qui vont effectivement être plus dans diriger l'enfant qui est voilà dans l'interaction moins, où l'enfant va lui suivre en fait, suivre ce que le parent lui dit. Voilà. Et ça, c'est des interactions qu'on va pouvoir aussi corréler à ce qui se passe dans la vraie vie. Donc ça, c'est l'étape d'après. Et on va décrire également euh, les comportements adaptatifs des parents dans cette situation. Donc on va parallèlement du coup évaluer la plainte et les difficultés parentales. Quels comportements les parents souhaitent-ils voir changer chez leur enfant? Quel est le degré d'autonomie de leur enfant? Voilà, qu'est-ce que l'enfant sait faire seul sans euh, que le parent ait besoin de lui demander ou de faire à sa place? Et quelles sont les ressources de l'enfant? Qu'est-ce que l'enfant sait faire? Voilà, on va essayer de voir voilà, si plus ou moins il y a des diagnostics aussi qui ont été posés en termes de troubles du neurodéveloppement. Qu'est-ce que aujourd'hui ces diagnostics impactent dans la vie de l'enfant? Et voilà, est-ce qu'il a des ressources? Est-ce qu'il peut faire certaines choses ou pas? Voilà, est-ce que au niveau moteur, par exemple, est-ce que c'est un enfant qui est en capacité de s'habiller tout seul, avec un habillage ou peut-être un peu plus spécifique. Voilà. Est-ce que c'est un enfant qui sait communiquer? Est-ce qu'il sait demander? Voilà. Tout ça, c'est des choses qu'on va évaluer parce que la méthode, elle va s'ajuster au profil aussi de l'enfant. Et quelles valeurs aussi sont importantes pour les parents? Voilà. Qu'est-ce qui est important pour eux? On va avoir besoin de voir si ces parents, ce qui est le plus important, c'est aujourd'hui, moi, je veux que mon enfant, il se fasse des copains. C'est peut-être ça. Je veux que mon enfant, c'est plus important que je veux qu'il sache, je veux qu'il sache faire telle ou telle chose. Voilà. On va essayer de tenir compte de tout ça pour, en tout cas, respecter au mieux ces familles avec leurs besoins, les particularités de leur enfant. Voilà. Faut savoir que globalement, euh, dans ces familles, moi j'accompagne donc des familles qui ont des enfants porteurs de troubles du neurodéveloppement. Euh, ils ont tous enfin, le fait d'avoir un trouble du neurodéveloppement
ça va faire que le parent va se mettre en situation d'aidant. Et donc, en situation d'aidant, ça va être toujours, il va ajuster sa posture pour aider l'enfant. Et donc, ça va des fois perturber un petit peu l'équilibre. Et puis, le parent, il va des fois avoir du mal à savoir jusqu'où il peut demander à son enfant de faire quelque chose. Quelle est la ressource qu'il peut mobiliser. Et donc, il va y avoir toujours des fois des difficultés à se positionner. Mais même si le parent il connaît bien le trouble de son enfant, il, il est parfois vraiment en difficulté à savoir comment je gère un comportement problématique. Voilà, est-ce que c'est le trouble du neurodéveloppement de mon enfant qui va générer ce comportement? Il est des fois un peu perdu dans l'analyse de tout ça et donc on va essayer justement de l'accompagner dans la distinction de ce qui est de l'ordre du trouble et de ce qui est de l'ordre de comportement qu'on peut moduler et qu'on peut faire progresser. Voilà. Donc la deuxième étape, ça va être va consister à faire l'analyse intégrative des interactions avec les parents, c'est-à-dire que on va relire l'activité ensemble puisqu'on l'a enregistrée ou filmée. On va relire avec les parents. Alors en théorie, on doit retranscrire cette activité et puis nous on l'aura donc codé et on aura classifié l'interaction. Et avec le parent, on va les amener à réécouter. Moi, je fais réécouter la bande son aux parents et puis je vais leur poser des questions sur ce que eux perçoivent de leur interaction et sur justement, est-ce que voilà, ce qu'ils perçoivent, qui dirige l'interaction. Parfois, les parents vont me dire, avant de réécouter l'enregistrement, que c'est l'enfant, que c'est eux qui finalement dirigent cette interaction. Et en réécoutant la bande son, ils vont prendre conscience à quel point finalement c'est l'enfant qui est en situation de direction. Et donc cette prise de conscience, elle est nécessaire aux parents pour que lui puisse être dans cette étape de se dire, ah oui, c'est quand même, voilà, même si c'est pas ce que lui souhaite, bah oui, c'est quand même mon enfant qui décide. Voilà. Donc, moi, en tant que thérapeute, je vais accompagner le parent par des questions, pour que lui, il puisse trouver lui-même les réponses. C'est pas moi qui vais lui apporter, c'est pas moi qui vais lui dire vous êtes comme ci, comme ça. Ça va être c'est important que ce soit lui qui fasse ce cheminement pour que ce soit quelque chose qui s'intègre. Voilà. Et également, dans cette relecture, on va aussi rediscuter avec le parent de comment lui se posture par rapport à l'enfant, comment lui réagit. Et souvent, c'est vraiment très intéressant de les voir à ce moment-là. Les parents, ils prennent conscience de beaucoup de choses à partir de ce moment-là. Même si ça nous paraît évident des fois en tant que thérapeute de voir l'interaction, c'est encore c'est très intéressant de pouvoir les amener au même regard que nous. Ensuite, il va y avoir un temps de psychoéducation qui va consister donc à expliquer la méthode, enfin les fonctions exécutives et les difficultés de leur enfant. Donc faire les liens avec ces difficultés d'inhibition ou d'initiation, ou bien les deux et leur transmettre l'importance de stimuler ces fonctions exécutives pour les développer. Et donc, on va faire l'association, on va les amener à comprendre qu'aujourd'hui, est-ce que on met l'enfant en situation de stimulation ou pas dans les comportements que eux vont mettre en place. Voilà. On va associer les interactions dans le développement des fonctions exécutives. Alors, je vais vous expliquer. On va analyser les difficultés rapportées et les réactions parentales en lien avec les fonctions exécutives. D'accord? Donc, on va reprendre la plainte parentale de qu'est-ce qui se passe dans la journée, qu'est-ce qui est difficile, est-ce que mon enfant il fait des colères, voilà, il en fait beaucoup, et alors comment je réagis quand il y a des colères, ok. Et donc on va permettre aux parents de faire des liens, à se dire est-ce que aujourd'hui la réaction que le parent va avoir va venir soutenir ou pas le développement des fonctions exécutives, ou est-ce que c'est la réaction va plutôt finalement renforcer les comportements de l'enfant.
Et donc ça va consister à faire ce qu'on appelle de la restructuration cognitive. Donc, on va reprendre les réactions parentales qui ne sont pas adaptées à ce qu'on, en tout cas, euh, et leur impact sur la stimulation des fonctions exécutives. Et quand on relit les plaintes, souvent on va voir que les parents, ben, pour que l'enfant fasse, ou dans les situations qui sont problématiques, l'enfant va avoir tendance à répéter. Et donc la répétition, ça va être, on va revoir avec eux, on va les questionner, voilà, est-ce que quand vous répétez, ça fonctionne? Souvent les parents vont nous dire, bah non. Mais et puis on va aussi aller plus loin, c'est-à-dire on va dire mais pourquoi vous répétez? Pourquoi vous utilisez cette stratégie? Parce que c'est aussi important d'aller chercher euh, dans la croyance du parent pourquoi lui il utilise cette ce comportement. Qu'est-ce qu'il pense que ça peut apporter? Pour qu'il intègre aussi que bah, ce comportement, il n'est pas forcément utile, mais qu'en plus, il va pas aider son enfant dans la stimulation, bah, soit de son inhibition, soit de son initiation. Ensuite, il y a d'autres comportements qu'on va retracer. Donc souvent, il y a des comportements de négociation, hein. L'enfant est un fin négociateur et il y trouve très rapidement souvent une alimentation dans cette négociation. La justification, justifier mais pourquoi je dois faire ça? Et le parent va souvent dire bah oui mais tu dois faire ça parce que tu dois manger ça parce que c'est bon pour la santé, tu dois aller prendre ta douche parce que bah tu sais bien que c'est important, il faut se laver. Donc toutes ces choses-là, on va reprendre avec les parents ce qui peut être des comportements de justification dont ils n'ont pas toujours bien conscience. Ils ont l'impression souvent de se dire bah non non moi je rentre pas dans la négociation, je justifie pas et en fait quand on reprend les problématiques précises de leur quotidien, bah il y a souvent ces, ces comportements qui vont revenir. Ensuite on a beaucoup on va revenir sur le renforcement des comportements inadaptés, c'est-à-dire le renforcement de la provocation, du mensonge, de l'impulsivité et il y en a d'autres. Euh, les parents, ils ont du mal du coup, à pas répondre à la provocation. Alors ça, c'est pas cet élément-là de renforcement d'alimentation de ces comportements-là, c'est pas quelque chose de nouveau, hein. C'est c'est quelque chose qu'on aborde dans d'autres guidances aussi, dans la non-alimentation des comportements. Mais voilà, mais dans ces PIM, en tout cas, nous, on intègre cet élément-là comme un élément qui s'intègre dans le fait euh, de justement permettre à l'enfant de stimuler sa fonction exécutive. Donc le fait de ne pas renforcer ses comportements inadaptés, ça va obliger l'enfant à se mettre dans une situation où il va devoir s'arrêter. Donc j'y viens juste après. Les réactions que je vous ai décrites, elles vont venir arrêter ou initier l'enfant. Donc le parent, quand il fait ça, et c'est là qu'on va toujours revenir sur la guidance, il est constamment en train de se dire, il faut que je l'arrête. Comme ça, il va faire. Donc, si je veux, par exemple, que mon enfant, il aille faire ses devoirs, ben, on va lui dire, bah, on va essayer de trouver des stratagèmes. En lui disant, bah, tu sais, après, on... c'est important parce que si tu les fais pas, tu vas être puni. Enfin, il va y avoir une sorte de soit de négociation, soit de justification. Donc, toutes ces choses-là, enfin, il faut que le parent il prenne conscience que tous ces comportements, c'est des comportements qui vont ne pas permettre à l'enfant de s'arrêter seul. Et c'est des comportements que lui met en place pour arrêter l'enfant, pour l'aider. Mais une aide qui l'aide pas, en fait, à développer cette fonction d'inhibition. Donc, ou alors cette fonction donc d'initiation, donc cette fonction de démarrage. C'est pareil, si on dit à un enfant, si on essaie de trouver des stratégies pour qu'il démarre, c'est pareil. En fait, on lui permet pas de faire. Et donc les parents, souvent, ils me disent, mais alors comment on fait pour que l'enfant y fasse? Donc c'est là qu'on va associer les stratégies comportementales, d'autres stratégies associées. On va associer déjà, on va leur expliquer l'importance du renforcement positif des comportements. Si on veut que l'enfant il refasse quelque chose, il faut absolument le renforcer positivement, lui dire c'est très bien ce que tu as fait. Euh, voilà, euh, et puis leur expliquer également que quand il y a un comportement qui convient pas,
le pointer ou le mettre en avant, c'est quelque chose qui va plutôt le renforcer négativement, donc qui va avoir tendance à accentuer le fait que ce comportement se reproduise, et en plus ça ne va pas permettre à ce comportement de ne plus avoir lieu. Donc ça, ils ont du mal à comprendre. C'est-à-dire que souvent, ils me disent, ils comprennent bien le principe de renforcement positif, mais ils ont du mal dans dans leur, dans leurs automatismes. Et souvent, les familles, elles me disent, mais oui, mais j'ai du mal à pas lui dire que derrière, tu vois, si t'avais pas fait ça, ça aurait été vachement mieux. Ben, voilà, c'est la phrase de trop. Et donc, on revient sur pourquoi c'est quelque chose qui n'apporte rien sur le moment. Et je reviens juste sur la justification. Souvent, les familles, et en particulier, bah, des fois, je trouve que c'est peut-être plus souvent les mamans, mais la justification, elle est confondue avec le besoin d'expliquer à l'enfant pourquoi on fait certaines choses. Et ce qu'on va mettre au clair, enfin, ce qu'on va avoir besoin d'expliquer, c'est que expliquer à l'enfant pourquoi on fait les choses, c'est important, mais pas au moment où l'enfant ne veut pas les faire. Pas au moment où finalement c'est une consigne qui est automatique, qui ne nécessite pas en fait de justification. Et, euh, et ça c'est important de distinguer, que le parent il prenne conscience de ça, parce que ça va pas aller à l'encontre de ses valeurs. Parce qu'il y a plein de parents qui sont dans voilà, cette idée de vraiment respecter les besoins de l'enfant et pouvoir être euh, dans des éléments constructifs, enfin participatifs, et laisser voilà, un espace quand même euh, de parole à l'enfant. Mais ça, je leur dis, c'est OK, mais c'est pas quand l'enfant ne veut pas faire ou a du mal à démarrer que ça va être le moment de mettre en place ces explications. Voilà. Ensuite, donc, comment on fait pour que l'enfant fasse? Eh ben, on va parler de la gestion des plaisirs. La gestion des plaisirs, c'est-à-dire que comme levier de motivation, on va dire intrinsèque, c'est-à-dire que tu pourras jouer quand tu auras fini ce que je t'ai demandé ou ce que tu as à faire. Alors ça paraît très simpliste en fait comme demande, mais finalement les parents ils ont du mal, bah, c'est pas forcément simple en fait comme condition appliquée. Donc repartir sur quelque chose de euh, qui nous paraît peut-être, enfin assez assez cohérent, bah, c'est important de le rappeler. Et quand je parle de levier motivationnel intrinsèque, je parle du fait que jouer, se faire plaisir, c'est quelque chose qu'on a tous envie, voilà. Et on va d'ailleurs souvent comparer un peu ce modèle-là en se disant, bah, voyez bien, on va d'abord, quand on va travailler, nous les adultes, on va d'abord aller devoir fournir un travail avant d'être payé. Donc, bah, souvent, enfin, j'explique souvent de cette façon aux parents le fait que ben, c'est normal, l'enfant, il doit apprendre aussi que, euh, eh bien, il va falloir qu'il fasse et après, il pourra obtenir quelque chose de plaisant. Voilà. Mais sans forcément utiliser un système de récompense extrinsèque, c'est-à-dire quelque chose que je vais gagner en plus. Euh, Parce que déjà, alors ça peut fonctionner, mais ça va pas fonctionner avec tous les enfants. Et puis ça va être des choses qui peuvent être difficiles à maintenir sur le temps. En tout cas, dans ces CPIM. Je ne dis pas que c'est pas quelque chose d'intéressant, par exemple dans d'autres approches, notamment dans la thérapie ABA, qui s'inspire quand même de récompenses assez fréquentes, mais c'est quand même distinct c'est sur des fonctions d'apprentissage spécifiques. Là, on va travailler vraiment des éléments exécutifs et on va travailler la capacité à s'arrêter. Parce que l'enfant, bah, le fait qu'il arrive à s'arrêter et qu'il arrive à faire ce qu'on lui demande, et ben après, il peut aller jouer. Et ça va être beaucoup plus simple pour les parents à appliquer. C'est bien moins compliqué. Donc, ça nécessite une observation fine et ajustée. Elle doit être précise, l'observation, elle doit permettre d'identifier les comportements, les besoins spécifiques de l'enfant. Donc, comme j'expliquais, voilà, prendre en compte les diagnostics de troubles du neurodéveloppement, en tout cas, ou s'interroger si on n'a pas, voilà, si tous les diagnostics sont pas forcément posés.
et leur impact fonctionnel. Il m'arrive de démarrer une guidance CPIM sans avoir forcément peut-être posé tous les diagnostics et c'est pour moi intéressant de démarrer cette intervention parce que ça va me permettre de mieux connaître ces familles, leur fonctionnement et du coup les spécificités de leur enfant. Voilà. Et donc, ce qui est important, c'est également ce questionnement constructif, c'est-à-dire le fait que le questionnement auprès des parents sur sur leurs réactions, sur ce qu'ils comprennent, euh, ça va les aider à clarifier les situations et donc être dans quelque chose de, de d'ouvert dans la discussion. On va être dans un échange qui va être, euh, je dirais, sans hiérarchie relationnelle. Euh, L'élément fondamental, comme je vous expliquais, c'est la prise de conscience parentale. C'est le fait qu'ils comprennent que leur rôle, les changements, leurs réactions, elles vont améliorer leur situation. Il y a un élément qu'on va travailler aussi bien au début, mais tout au long de la guidance, c'est le travail autour de leurs croyances. Voilà. Il y a beaucoup de parents qui vont, ne vont pas vont penser, ne vont pas forcément appliquer parfois parce que ils vont penser que leur enfant ne peut pas faire tout seul. Donc ça, on va revoir bien sûr avec eux au départ. Est-ce que il y arrive parfois ou est-ce que c'est que quand il est avec vous? Donc là, ça va leur permettre de se rendre compte est-ce que vraiment il y a une compétence, une ressource ou pas? Ou est-ce que c'est à la maison je fais pas? Et parfois, le parent va dire bah non, mais il est tellement fatigué qu'il peut pas faire. Donc après, on ajustera en fait en fonction de ça. On va leur dire que bah il y a des fois effectivement euh, on peut aider l'enfant, on peut être moins exigeant, mais le principe c'est de stimuler, c'est de faire en sorte que l'enfant il soit en condition où ce soit plus le parent qui se mette en situation de faire le stop ou de démarrer à sa place. Mon enfant a besoin de moi. Oui, mais quand? Par exemple, quand j'ai souvent des parents qui me disent non, mais quand il se met en colère comme ça et qu'il est épuisé, qu'il se met à pleurer, à se rouler par terre, qu'il est en crise, là, il est vraiment, il est trop triste. Alors là, on va reprendre avec eux justement si c'est vrai, sur la lecture de ce qui peut se passer. Est-ce que votre enfant est vraiment triste? Est-ce qu'il a vraiment besoin de vous pour se calmer? Est-ce qu'il peut se calmer dans d'autres situations? Donc on va reprendre sur voilà, le soutien qui paraît nécessaire au moment de la colère. Et est-ce que vraiment le comportement du parent aussi, dans la pratique, est quelque chose qui permet à l'enfant de se calmer? Et souvent, le parent, il va prendre conscience que bah non, en fait, intervenir euh, quand l'enfant est en colère, ben ça lui permet souvent pas de se calmer. Et justement, le fait d'apprendre à se calmer tout seul, c'est aussi apprendre à s'arrêter tout seul, voilà. Et ça va être nécessaire pour développer cette tolérance à la frustration dont on a souvent, avec lequel les familles ont souvent des difficultés. Voilà. Je dois me faire respecter, il ne peut pas me manquer de respect. Alors ça, c'est aussi une autre situation qu'on voit beaucoup, c'est-à-dire que l'enfant va avoir des paroles, des gestes, des attitudes qui vont être effectivement assez irrespectueuses avec le parent. Mais on va questionner déjà le parent euh, sur l'identification de ce comportement, si lui, il arrive à bien percevoir que c'est la provocation et sur la réaction peut-être initiale du parent. Est-ce que quand vous réagissez, est-ce que quand vous lui dites que ça ne vous convient pas, est-ce que ça change les choses? Et souvent, peut-être que sur le moment, ça peut être quelque chose d'efficace, mais souvent l'enfant va continuer à avoir ces comportements et donc on va revenir sur l'intérêt d'avoir une stratégie où on va pas renforcer les comportements de l'enfant. Donc, on va les interroger sur le fait de savoir est-ce que pour vous, ignorer un comportement, c'est l'accepter? Et donc, on va travailler aussi sur ce principe que l'ignorance est quelque chose qui n'est pas passif, mais quelque chose qui est très actif et qui d'ailleurs demande énormément de contrôle aux parents. Donc,
j'embraye justement sur le fait que c'est une méthode qui mobilise également beaucoup les fonctions exécutives de ces parents qui ont besoin de travailler beaucoup aussi leur fonction stop, leur fonction d'inhibition, voilà. Et donc la troisième étape, donc j'y viens, c'est l'étape de structuration. Alors, je dis elle est optionnelle parce que dans certains cas, dans certaines guidances, les problématiques comportementales sont liées essentiellement aux réactions des parents. Et là, il n'y a pas forcément de difficulté en termes d'autonomie ou d'organisation. Donc la structuration, elle va donc plutôt concerner des enfants qui ont des difficultés d'autonomie et d'organisation. Donc elle va se faire avec des tableaux de comportement cibles à atteindre pour l'enfant. Donc je reviens sur le comportement cible, c'est-à-dire que c'est un comportement que l'enfant peut atteindre. On va pas demander à un enfant de dire bah je veux que tu obéisses, je veux que tu tapes moins. C'est pas un comportement que l'enfant peut atteindre dans un tableau. Il peut pas dire ah tiens parce que c'est pas un comportement qui va atteindre à un temps défini. Donc c'est pas un objectif qu'on va mettre dans un tableau. C'est important de le comprendre. Ces objectifs, en tout cas d'obéissance, de violence ou de problématiques de contrôle, elles vont être travaillées avec justement euh, les réactions parentales. Voilà. Donc ces tableaux, ils sont faits souvent sur 7 jours et donc on va mettre les comportements et donc on va demander à l'enfant de participer à ce tableau. Donc l'enfant va revenir, va être présent au cours de cette troisième étape pour pouvoir justement s'impliquer dans cette, euh, dans son comportement et dans les objectifs à atteindre. Donc ce tableau est souvent bien, c'est un repère visuel, ça aide bien l'enfant. En particulier, moi, je trouve qu'il y a énormément de succès chez les enfants qui ont un trouble du spectre de l'autisme. Ils adorent les tableaux, ils adorent pouvoir avoir des objectifs. On leur fait mettre des gommettes, des tampons, ils adorent ça. Donc on implique l'enfant dans le changement, on le valorise immédiatement avec ce tableau, c'est-à-dire que ça permet tout de suite de mettre une gommette, dire que quelque chose est réussi. Euh, et donc c'est concret, quelque part. Et ça permet d'organiser et de structurer le quotidien. On a des familles qui sont souvent, enfin, je dirais quand même, souvent quand même, désorganisées. Désorganisées par la complexité des comportements de leur enfant, par le fait que eux-mêmes, ils peuvent être également porteurs d'un trouble, d'un TDAH, qui les désorganise et qui va avoir, enfin, qui va les mettre en difficulté dans leur journée. Voilà. Et donc, les conditions qui vont être préalables à ce tableau, ça va être la non-alimentation des comportements des parents. Donc, on va toujours revenir sur le fait de savoir est-ce que les parents, ils appliquent ce qu'on a discuté au préalable, à la deuxième étape. Est-ce que les parents, ils ne répètent plus, ils ne négocient plus, ils ne justifient plus, ils ignorent les comportements inadaptés. On va essayer de voir si les parents arrivent à respecter toutes les conditions qu'on a fixées. Et on va les accompagner quand on identifiera que ça ne fonctionne pas pour comprendre pourquoi c'est des choses qui ne marchent pas à certains moments et mieux à d'autres. Voilà. Donc voilà, pour la description un peu pratique. Donc, on va également, souvent au cours de la méthode, je vais revenir sur la thérapie cognitivo-comportementale, on va reprendre avec eux, on va réanalyser les comportements. On va essayer de comprendre déjà les habitudes, les dynamiques quotidiennes au sein de la famille pour bien cibler les interventions, c'est-à-dire qu'on va essayer de voir voilà, si c'est des familles qui rentrent tard, le travail des parents, qui fait quoi dans cette famille, quel est le rôle de chacun, est-ce que, voilà, quelle est la dynamique qui se met en place avec la fratrie, si on a. Et puis on va aussi revenir sur l'analyse des comportements. Quand il y a des situations qui surviennent, qui sont problématiques, on va essayer de reprendre aussi qu'est-ce qui s'est passé avant, pour voir si on peut jouer sur l'anticipation de ce qui se passe, sur le comportement qui a lieu et les conséquences qui vont avoir lieu. Donc on va réutiliser les principes de la TCC.
Et donc, on va revoir avec eux comment on peut analyser l'intérêt de ces comportements, pourquoi ils sont là, et est-ce que le parent, il arrive à donner une réponse qui peut, en tout cas, correspondre à la fois à la méthode, mais aussi à ses valeurs. Voilà. Toujours, voilà, c'est toujours important de garder en mémoire que il faut que le parent, si le parent, si on ne respecte pas les valeurs du parent, il pourra pas adhérer à ce qu'on va lui proposer. Et il y a des familles qui n'ont parfois pas adhéré à la méthode parce que je pense que les croyances n'avaient pas été peut-être travaillées et euh, peut-être que les choses n'ont pas été comprises euh, telles que moi aujourd'hui. En tout cas, je pratique CPI. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est que cette méthode, peut-être comme d'autres méthodes d'ailleurs de guidance, elles vont permettre de réduire voilà, les divergences éducationnelles entre les parents. Les parents, je leur dis toujours, vous avez des expériences éducatives qui sont distinctes et donc vous avez euh, des méthodes qui vont diverger. En fait, vous n'allez pas faire pareil. Et donc l'idée, c'est qu'il y ait moins de conflits éducatifs entre toi, tu fais mieux, moi, je fais mieux, pour que chacun, on ait le même objectif et qu'on fasse la même chose. Et quelque chose un objectif qui soit relativement simple. Voilà. Quand il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'outils, c'est pas toujours évident que tout le monde s'approprie les choses. Euh, L'approche, elle est aussi harmonieuse, c'est-à-dire que euh, ça va venir soutenir, ça va venir aussi. Ce qui est important, c'est que ça, comme je vous disais, c'est que ça répond aussi en partie à leur modèle d'éducation, en tout cas à à ce que, à leur objectif, parce que on peut tout à fait comprendre souvent, moi j'ai des papas qui sont assez cadrants et la maman elle est pas, elle est plutôt dans la douceur et du coup ça va créer des fois voilà, ces dissensions et on va apporter le fait qu'il n'y a pas quelque chose qui est mieux qu'une autre et en tout cas chaque chose va venir se compléter. Voilà. Donc voilà, un accompagnement, l'idée c'est un accompagnement bienveillant, non jugeant et soutenant avec ces familles qui arrivent souvent, elles sont au bout du rouleau, elles ont besoin d'être vraiment soutenues et de remonter un peu leur sentiment de compétence. Ça, j'y reviendrai après. Donc voilà. Euh, donc voilà, ce qu'on va continuer à travailler, c'est identifier les comportements inadaptés, reconnaître les renforcements comportements négatifs liés à l'alimentation est essentiel pour que le changement soit bénéfique, si ma phrase est correcte. Euh, et identifier les freins dans l'accompagnement, dans les familles qui font qu'ils n'arrivent pas à appliquer. Moi, les familles qui ont du mal à appliquer, c'est souvent des familles un peu désorganisées, qui ont trop de choses à faire, ou bien qui ont des difficultés sous-jacentes. Donc, éventuellement des troubles psychiatriques ou autres, qui vont vraiment venir perturber leur capacité à se mobiliser ou à changer. Voilà. Donc, accompagner les parents vers des pratiques positives, pour moi, ça favorise un comportement, une bonne évolution du comportement de l'enfant et ça va restaurer, et ça je le vois, les parents me le disent, le sentiment d'efficacité parentale et ça va améliorer la relation familiale. Donc, je finirai donc par le chapitre sur justement sur la complémentarité de ces PIM. Euh, Aujourd'hui, CPIM est utilisé en premier recours pour permettre une intervention moi, qui me paraît en tout cas efficace et adaptée aux besoins initiaux des familles. Euh, alors moi, je vais le proposer souvent dans le cadre aussi d'une évaluation d'un éventuel trouble avec les outils que j'ai. Si je pense que il est nécessaire de compléter, de faire des évaluations, je vais proposer de façon concomitante euh, d'autres bilans. Mais ça m'empêchera pas, donc, en tout cas, de démarrer la guidance CPIM pour certaines familles.
Et CPIM, pour moi, c'est quelque chose donc, comme je disais, de complémentaire à d'autres approches. On est en train de mettre en place, on a eu la première session qui a eu lieu lundi, un groupe qui associe à la fois des principes de la guidance Barclay enfin, avec les principes de la méthode CPIM. Pour moi, c'est deux approches qui sont plus complémentaires. Et donc, j'ai trouvé, enfin, pour moi, c'était intéressant de pouvoir mixer les deux. Je ferai sûrement un retour quand les choses auront un peu avancé et avec le retour des familles. L'idée, c'est de faire que ces PIM, si on le propose en groupe, ça soit quelque chose qui puisse, enfin, que le groupe et l'expérience du groupe puissent profiter aux autres. Et donc, ce que je peux constater dans Barclay, c'est que je trouve que vraiment le côté groupal est très intéressant et porteur pour ces familles. CPIM, c'est aussi une approche qui est flexible, c'est-à-dire que on va s'ajuster donc aux familles et à l'enfant. Donc, on va parfois se dire, ben là, on va peut-être, des fois, on peut s'arrêter, enfin, on peut mettre en pause à certains moments. On peut aussi dire, bah, là, on voit il y a besoin que votre enfant il soit soutenu avec d'autres outils. Moi, souvent, quand je combine à la fois chez un enfant TDAH qui est, qui est bien gêné, qui nécessite en tout cas, sur lequel il y a une indication de traitement médicamenteux, ben, je trouve que de combiner l'approche CPIM et la médication, c'est quelque chose d'extrêmement positif parce que on va réduire les difficultés de l'enfant sur le plan d'ailleurs exécutif et du coup ça va être plus simple de mettre en place. Les parents, ça va être ils vont avoir l'impression que ça sera moins difficile parce que l'enfant va avoir des comportements peut-être moins intenses. Voilà. Donc c'est la méthode, elle s'adapte aussi donc à différents enfants selon effectivement leur trouble du neurodéveloppement. Aujourd'hui, en tout cas, moi j'ai accompagné en CPIM des familles qui ont des enfants avec un TSA, un TDAH. Là, je fais un accompagnement d'une famille dont la petite fille elle a des troubles obsessionnels compulsifs extrêmement sévères et un mutisme sélectif. Donc, je pense que CPIM ne suffira pas sur cette approche. En tout cas, il y aura besoin d'éléments complémentaires. Mais c'est une famille qui avait déjà d'ailleurs été accompagnée par un autre thérapeute sur CPIM où il y avait quand même une amélioration de certains comportements. Mais aujourd'hui, je pense que c'est un outil qui va pas se limiter à un trouble, mais où on va pouvoir justement faire progresser certains comportements résiduels qu'on retrouve dans, dans les fonctionnements d'enfants TND. Et, et c'est quelque chose sur lesquels je trouve que c'est un outil qui est vraiment très intéressant qu'on peut proposer aux familles. Voilà. Ensuite, voilà, ça je l'ai dit, sur les troubles du neurodéveloppement. Et l'environnement familial est un élément clé voilà, pour optimiser les résultats. Voilà. Il faut vraiment tenir compte des difficultés, des troubles psychiatriques, éventuellement parentaux associés, qui vont peut-être des fois nous mettre en difficulté. Je dirais que les situations qui, moi, m'ont posé le plus de difficultés, c'est quand il y a vraiment des très gros conflits parentaux avec ou des situations de placement euh, où l'enfant, euh, enfin, où il y a des conditions sociales qui sont quand même assez, euh, où il y a eu des violences importantes, où il y a vraiment des éléments extérieurs qui sont euh, qui créent beaucoup d'adversité et qui vont quand même, qui peuvent mettre en échec quand même l'application de la méthode pour les familles. Voilà. Donc en conclusion, donc CPIM est une approche du coup intégrative qui combine donc les neurosciences, une approche systémique et comportementale et qui permet de mieux traiter
en tout cas les comportements, les problématiques comportementales dans les troubles du neurodéveloppement. C'est une méthode qui va mettre le parent en situation de thérapeute, de co-thérapeute, et qui va donc valoriser sa posture et qui va le mettre dans une... Voilà, qui va permettre euh, qui va être aussi adaptatif en fonctionnement, en fonction des familles. Et voilà. Et pour ma part, je mets toujours de la nuance. Je trouve que cette méthode, elle offre un suivi assez efficace dans ses besoins spécifiques. Et dans ma pratique clinique, je peux dire aujourd'hui que c'est quelque chose qui a enrichi beaucoup euh, mon accompagnement, ma perception des gens, des familles. Enfin, j'ai l'impression d'avoir un outil quand même vraiment très, très intéressant à proposer à ces familles. Voilà. Donc, j'ai pas vu s'il y a eu plein de messages. J'étais dans mon diaporama. Euh, je, j'espère que j'ai été claire et que j'ai pas parlé trop vite. Voilà. Excusez-moi. Juste Ah, c'est bon, j'ai été claire. Ok. Eh ben, si, voilà, si c'est bon, j'ai tenu l'heure. Si vous avez des questions, voilà, ah bah, il y a du coup Madame Lopez, Sylviane Lopez. Bonjour, vous m'entendez? Oui, tout à fait. Ouais, bonjour, merci pour cette présentation. Moi, j'aurais des questions. J'ai trois questions, mais qui concernent la validité et la portée clinique du paradigme. Donc, première question que je me pose, c'est les limites de passation du paradigme CPIM avec un enfant présentant un TSA, donc problème de symbolisation, imitation, intention partagée. Et en lien avec cette question, dans la méthode, est-ce qu'elle prévoit un outil d'observation complémentaire autre que la grille paradigme pour le cas où l'enfant a peu de langage et des stéréotypies? Et pour terminer, toujours avec la portée clinique du paradigme, comment en fait se conçoit la co-intervention parent-thérapeute lorsque le parent est lui-même un profil neuroatypique? Voilà. Merci. Je fais juste, peut-être que Gabi elle voudra répondre, mais je fais juste la traduction parce que volontairement j'ai pas parlé de paradigme parce que du coup le webinaire il s'adressait à un public pas forcément formé. Le paradigme, du coup je fais juste ça, c'est ce qu'on a appelé, ce que j'ai appelé l'exercice, l'activité coopérative partagée dont on a parlé entre le parent et l'enfant, qu'on enregistre ou qu'on filme. Voilà. Euh, Moi, je trouve que c'est une très bonne question, hein, la limite effectivement de cette passation avec des enfants qui vont avoir des besoins finalement, enfin qui vont être en difficulté dans la communication. Et donc peut-être que effectivement cette épreuve, en tout cas cette activité coopérative, elle va pas toujours être représentative enfin elle va peut-être pas être dans une situation où le parent va pas se posturer en aidant en tout cas. C'est ça, je pense que moi en tout cas ce que je te donnerais comme réponse, c'est que je sais pas en tout cas si le paradigme aura la même pertinence dans le cas d'un enfant TSA. Après, je pense qu'il y a, voilà, moi je pense qu'il y a peut-être d'autres choses à créer, mais je sais pas quand un enfant a peut-être trop de difficultés, si justement on pourra trouver une épreuve qui va limiter en tout cas l'intervention et l'aide du parent. Est-ce qu'on va pouvoir trouver quelque chose de coopératif où l'enfant n'a pas, enfin, comprend la consigne et a besoin de peu d'aide pour que la coopération se fasse? Je ne sais pas si on peut imaginer ça. En tout cas, je pense que euh, c'est un biais, une limite à vraiment intégrer dans l'interprétation, effectivement, et dans l'analyse du paradigme. Je suis tout à fait d'accord.
avec ça. Et donc voilà, dans l'outil d'observation complémentaire, je pense que ce serait des choses à développer. Et je pense que CPIM a effectivement est en train d'évoluer aujourd'hui et a besoin d'évoluer pour s'adapter à des schémas qu'on n'avait pas forcément envisagés comme celui-là. Et dans la co-intervention sur les parents, moi je dirais que ben quand on accompagne ces familles, il me semble qu'il faut quand même bien connaître les fonctionnements TND et que moi j'encourage souvent beaucoup les parents à aller dans dans un accompagnement individuel parce qu'il y a des fois beaucoup de comportements qui vont générer des réactions chez l'enfant qui sont en lien avec leurs propres troubles. Hein. J'ai maman qui a un état, qui a un trouble anxieux généralisé et en fait ça impacte énormément la dynamique. Elle a jamais consulté, donc c'est c'est des éléments qui viennent, voilà, effectivement, qui peuvent ralentir la thérapie. Mais je dirais que euh, c'est ça n'empêche pas toujours, en tout cas, le fait de mettre en place certains principes de CPIM. Peut-être qu'on n'ira pas aussi loin sur certaines familles, mais je dirais que le lien, c'est plutôt la notion de confiance avec ces familles qui va vraiment jouer dans l'implication et dans ouais de ces familles. Voilà. Est-ce que Oui, merci. Quand je parlais de parents neuroatypiques, j'étais sur des parents TND tout simplement aussi. Hein. ouais Mais bah merci. parents TDAH, on en a une bonne partie. Oui, oui. Merci. De rien. Si quelqu'un a des questions, n'hésitez pas. Aucune question n'est Profitez pour ouais. poser vos questions. Eh ben Sylviane encore. Ouais, mais j'y reviens alors sur oui, le schéma par rapport à la grille, le schéma effectivement, il peut présenter et il présente certaines limites. Donc là, peut-être que certains thérapeutes ont proposé, ou alors je comprends que c'est pas ouvert à tous les thérapeutes, mais peut-être que certaines personnes ont déjà commencé à faire évoluer peut-être leur grille. Il serait intéressant de voir un peu vers quel type de paradigme quel type de paradigmes ont été peut-être questionnés ou vers quel type de paradigme ils ont été en difficulté, peut-être. Voilà, je sais pas. Je pense Donc que là, c'est plus ouvert. du coup, je reprécise aussi, quand Sylviane parle de la grille, c'est la grille d'analyse de l'observation sur laquelle on se base pour, on va dire, enfin, définir si l'interaction va être plutôt plus ou moins avec le parent. Et on a aujourd'hui des systèmes d'analyse de grille qui ont été faits plutôt sur la base de l'exploration des situations. Mais effectivement, on a déjà discuté avec Gabriella, on est assez preneur, en tout cas aujourd'hui, de vos idées pour avoir un outil qui peut-être est à la fois fiable, enfin et objectif en fait pour apporter parce que des fois ça répond pas effectivement, on sent bien à l'interaction dont on a l'écho dans la plainte et c'est important je pense voilà on a moi aussi j'ai j'aimerais bien enfin j'aimerais qu'on ait pouvoir avoir un outil peut-être voilà qui évolue et qu'on arrive à même sur lequel on puisse voilà se dire bah
voilà, on a une grille qui évalue ça, on a tel biais, cette grille elle a telle limite, et effectivement qu'on puisse vraiment euh, avoir des outils un- en quelque part un peu normés, un peu plus voilà. C'est à faire. Oui, c'est à faire, Voilà. exactement. Et C'est si vous voulez, on est preneur, voilà. OK. Alors, on a une question sur qu'est-ce qui différencie la méthode CPIM de l'approche comportementaliste ABA et Teach. Alors, je suis pas spécialiste, hein, moi, des méthodes ABA et Teach, mais la méthode ABA, c'est une méthode qui quand même s'adresse aux enfants TSA sur le principe euh, d'être dans des séquences d'apprentissage avec des systèmes effectivement de récompense immédiate, mais souvent on va utiliser des systèmes de jetons ou les intérêts spécifiques de l'enfant. Mais c'est souvent des séquences qui sont basées sur des choses, sur des courtes séquences. Ça va pas être, ça va cibler de l'apprentissage, mais pas forcément des fonctions exécutives. Vraiment, et Teach, c'est une méthode qui va plutôt tenir compte de la structuration de l'environnement. Donc c'est pas tout à fait exactement les mêmes approches. CPIM, ça cible pas un trouble, ça cible vraiment les fonctions exécutives et le fait de faire progresser ces fonctions. Donc on peut tout à fait se dire que l'enfant il peut être accompagné en méthode ABA ou en méthode en méthode Teach, mais qu'on peut aussi proposer de la CPIM aux parents. C'est pas du tout quelque chose qui se qui va venir s'opposer. Oui, aussi, si on observe, donc avec les différents exemples qui ont été donnés par Virginie, nous allons stimuler aussi ces fonctions exécutives via les pratiques parentales. Donc, par exemple, ça peut être avec les répétitions, la négociation, des pratiques qui sont très courantes chez les parents, mais qu'à la fois, c'est un très grand bras de levier pour stimuler l'inhibition ou l'initiation ou les deux fonctions. Et donc, avant, il n'y a pas cette spécificité au niveau de réaction. Mais effectivement, on peut aussi intégrer avant et en plus faire ce travail au niveau parental. On a une question sur chez un enfant TSA qui présente énormément de masking. Arrivez-vous à analyser en si peu de temps? Euh, je vous donne l'exemple d'une fille autiste qui s'adapte énormément pour cacher ses difficultés. Ben, en fait, ça, c'est des éléments qu'on va probablement, enfin, qu'on va percevoir au cours de la guidance, c'est-à-dire dans le fonctionnement justement des familles. On va voir, on va, on va peut-être pas avoir au premier plan le diagnostic. Enfin, c'est une enfant qui est déjà diagnostiquée hein, là sur cette question, hein, j'imagine. Euh, de d'analyser en tout cas euh, enfin, les éléments de masking. Je dirais qu'aujourd'hui, CPIM se veut pas être quelque chose qui permet d'analyser du masking. Hein. C'est pas du tout le but de CPIM, mais le CPIM va plutôt vraiment enfin, cibler le fait qu'on va stimuler chez l'enfant avec son parent vraiment la capacité de stop. Donc même si on a une jeune fille qui présente du masking, qui va avoir tendance à, en tout cas, à mettre en place des stratégies pour cacher et pour faire comme les autres, et ben ça va pas, ça peut être des choses qui vont, enfin c'est des choses qui vont être distinctes, je dirais aujourd'hui, de cette difficulté à peut-être réguler son inhibition. Et donc, ça ne nous empêche pas, même si l'enfant met ses stratégies de masking en place, de travailler le fait qu'elle arrive à mieux réguler peut-être ses émotions et la gestion de sa frustration, et tout ça dans le cadre de l'environnement familial. Là où souvent, il y a le moins de masking, d'ailleurs. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, cette approche peut-on utiliser avec un enfant avec le TOP? Oui, tout à fait. Effectivement. Les enfants qui ont des troubles d'opposition provocation, c'est des familles qui vont être tout à fait dans l'indication de ces CPIM.
Et moi, vraiment, par rapport aux méthodes et aux autres guidances que je mets en place, souvent, il y a des familles, elles ont tout essayé, elles ont mis en place les guidances Barclay, elles ont mis en place l'enfant à un traitement, euh, il y a des aménagements scolaires, il y a énormément de choses, mais on se rend compte que, eh ben, on est encore limité, il y a encore des problématiques comportementales, et c'est vraiment, CPIM va venir être en tout cas une proposition d'accompagnement des difficultés qui vont être résiduelles, voilà, dans ces situations. Est-ce que l'enfant est présent à toutes les séances? Alors moi, pour ma part, l'enfant il est présent à la séance d'évaluation, d'observation, et après, lors de la restitution, il n'est pas là, puisque je considère que c'est important que les parents ils aient la possibilité de recevoir l'analyse et d'être assez disponible pour recevoir les informations sans avoir l'enfant qui écoute ou l'enfant qui vient perturber cette restitution. Donc je vais le faire sans l'enfant. Et après, pour la suite des séances, ça va dépendre des problématiques résiduelles. C'est-à-dire que si je vois que l'enfant, si on part dans la troisième étape qui est la structuration, oui, l'enfant va revenir. Mais par contre, si on voit que les problématiques comportementales et l'alimentation des comportements, elles restent encore importantes, je vais pas faire revenir l'enfant parce que le parent, il a besoin justement d'être encore accompagné sans que l'enfant soit présent. Selon vous, est-ce qu'il faut forcément avoir des notions en psychologie pour être thérapeute CPM? Ben, c'est une discussion qu'on a pu avoir avec Gabriella. Euh, je pense qu'il faut avoir quand même une connaissance euh, du fonctionnement psychique de l'enfant pour quand même accompagner les familles et parce que je pense qu'on peut se retrouver dans des situations où euh, on va pas forcément identifier ou savoir euh, euh, comment accompagner les familles. Moi, il me semble qu'en tout cas, faut avoir quand même des connaissances en psychologie, en neuropsychologie. Mais ça se limite pas du coup aux neuropsychologues pour moi. Quelle place est donnée à l'observation et l'utilisation du langage non verbal de l'enfant et du parent? Eh ben, c'est une bonne question, comme la question qu'on a eue de Sylviane hein, sur ces profils d'enfants euh, qui vont montrer d'autres choses. Bah, ce serait des choses qu'on pourrait analyser hein, dans les vidéos, mais encore une fois, c'est à construire. C'est à construire parce que ça nous donnerait certainement des indications intéressantes. Oui, aussi, ce qui est très pris en compte, c'est le langage non verbal. Donc, par exemple, comme vous le savez, il y a un paysage à dessiner. Et donc, il y a les enfants, même s'ils n'ont pas le langage, c'est qu'on donne la consigne, ils se mettent directement sur la feuille. Ils commencent à prendre tout le matériel. Et donc, par exemple, il avait le cas d'un petit enfant qui avait difficulté à parler. Donc, tant qu'il faisait comme ça, il signalait à sa maman les crayons et maman directement lui donnait les crayons. Ou même si, évidemment, il y a différents cas et tout ça, ça va dépendre à nouveau en fonction du profil de l'enfant. Les enfants ils n'ont pas, OK, il a une difficulté de langage, mais dès qu'il regarde quelque chose, maman donne les choses. Et donc, c'est là aussi, nous allons à nous intéresser parce que c'est vrai qu'on parle de l'enfant, mais comme Virginie l'a présenté au départ, nous faisons beaucoup d'attention à l'interaction. Donc, effectivement, donc, l'enfant, il ne parle pas, mais et maman, comment elle réagit? Quelle est la réponse et tout? Et donc, même si effectivement, il n'y a pas la grille en tant que telle comme avec l'enfant qui peut parler, mais ça va très certainement donner certains indices. Ça, c'est sûr et certain. Pas au degré de la grille, mais des indices, oui. Après, effectivement, pour peaufiner ces observations de manière plus objective, il faudra faire une continuité dans l'adaptation de la grille. Comment argumenter la pratique de cette méthode dans un service médico-social, TDAH, TOP, TSA, qui considère que les accompagnements doivent être centrés sur l'enfant? Ah bah ça, c'est le changement de nos pratiques.
Je dirais que c'est tout un sujet. Euh, après, c'est comment l'argumenter? Ben, moi, je pense que le parent, c'est quand même la personne qui est le plus en contact avec l'enfant et qui a le plus de chances de modifier les comportements, de les généraliser. Comme on parle beaucoup de généralisation dans les méthodes qu'on va apporter en individuel, je pense que ça, c'est un vrai argument. C'est qu'aujourd'hui, si on la personne qui va le plus engendrer du changement et durable chez l'enfant, c'est son parent. Et donc, voilà, être peut-être un peu plus humble dans nos interventions individuelles auprès d'un enfant et vraiment, voilà, savoir être plutôt euh, des personnes, enfin, je nous vois plutôt comme des personnes qui transmettent et qui guident, accompagnent les familles. Mais je pense que voilà, il y a peut-être des situations où il faut de l'accompagnement individuel, mais je pense que aujourd'hui, il y en a peut-être trop par rapport à l'efficacité peut-être des méthodes, ouais. Et aussi, sans oublier que le cerveau, donc, il va se développer en fonction de la régularité des messages qu'il y a, non, dans notre entourage, l'épigénétique. Et donc là, on a un grand bras de levier, l'environnement. Quelle est la stimulation qui est donnée, et surtout dans ces fonctions exécutives qui sont les fonctions qui se développent le plus lentement dans notre cerveau. Donc, il y a une grande plasticité cérébrale. Et il y a aussi différentes études qui montrent que il y a certaines pratiques parentales qui justement vont aider le développement de ces fonctions exécutives. Mais malheureusement, dans le contexte actuel qu'on a, que ce soit à la maison, que ce soit à l'école, on a des vies très non, rapides et on est plus dans la vitesse. Bon, on fait non, plus rapidement pour que ça marche et donc difficilement ces pratiques sont adaptées pour cette stimulation. Alors, une question, c'est un enfant qui refuse la relation, veut tout faire à sa façon, faut-il l'encourager? Enfant TSA, renforcement positif, oui, mais jusqu'où tolérer? Eh ben, chaque situation est unique. En fait, souvent, enfin, moi, je vais reprendre la, euh, chaque situation. Il va y avoir des éléments qui vont être en lien avec des rituels, de la rigidité dans le TSA, et effectivement, il y a des éléments sur lesquels on va pas pouvoir faire évoluer les choses immédiatement, mais on va plutôt avoir tendance à travailler les choses autour, en fait. Et donc, le fait d'entraîner l'enfant à travailler son contrôle inhibiteur dans des situations, on va dire, plus simples de la vie de tous les jours, ça va l'aider aussi euh, à, à être plus flexible dans d'autres situations. En fait, l'idée, c'est d'aller d'abord travailler des comportements moins problématiques pour que les autres comportements qui sont plus complexes, plus forts, et ben, ces comportements-là s'atténuent également. Voilà. Donc, pour répondre à votre question, il n'y a pas une bonne réponse, faut reprendre la situation. Voilà. Comment différencier cette méthode des accompagnements éducatifs et psychologiques? Je, je pense que il y a des notions éducatives et psychologiques dans la méthode CPIM. Je pense que je je la distinguerai pas en tant que telle. Je pense que la méthode CPIM, elle est justement elle utilise beaucoup d'outils, en fait. Elle n'est pas, elle est, elle est assez globale. C'est un peu ça qui la distingue aujourd'hui. Et oui, il y aura un replay. Je réponds direct. Ils disent, votre méthode m'a fait penser à la méthode éthologique que j'utilisais avec mes chevaux qui fonctionne énormément sur les TSA.
car la principale action est à mener est l'analyse et ensuite agir pour la guider où on souhaite aboutir. Bah, merci à vous de votre intérêt en tout cas pour ce webinaire. Comment cela est financé par les familles? Alors, non, il n'y a pas d'aide de l'État. Le financement, il est... Bon, après, ça dépend du thérapeute qui va proposer la méthode, hein. Ça va être plutôt dépendant de qui... euh, quelles sont les tarifications des thérapeutes. Après, moi, j'ai l'opportunité euh, de le proposer en tarif conventionné médical, mais c'est effectivement une, pas quelque chose de généralisable. Oui, plus on met en place tôt, ouais. Tu veux répondre, Gabi? No, no, ¿qué les, Virginie? Si la méthode est mise en place assez tôt, pourrait-on éviter certains troubles du comportement comme les TOB? Bah, effectivement, plus on met en place ces PIM tôt, déjà plus ça fonctionne, déjà plus c'est simple sur des cerveaux, les enfants qui sont peu matures, qui ont des fonctions exécutives encore peu développées, c'est bien plus simple finalement de stimuler. Donc ça marche plus vite avec des enfants plus petits. Après, ça va dépendre aussi des troubles associés, hein. Mais oui, bien sûr que ça va limiter l'apparition de troubles d'opposition, puisque si le parent il renforce pas les comportements d'opposition, bah, s'il a compris la dynamique, ben il va aussi le comportement d'opposition va pas engendrer euh, une répétition puisqu'il va pas être renforcé. Et aussi, ce qui est intéressant pour les parents, c'est comme c'est pour l'enfant, donc il est plus plastique son cerveau, mais pour les parents aussi, les habitudes de ces interactions sont moins renforcées que quand c'est un enfant de 10 ans, par exemple. Et du coup, si on veut se former, ben en fait, alors les informations, elles sont disponibles sur le site de CPIM, voilà. Et Gabi, elle les mettra. Et les nombres de séances, ben moi dans ma pratique, je propose 6 rendez-vous aux familles et après, souvent, on va mettre des séances complémentaires, mais peut-être à distance pour réévaluer les progrès. Et puis des fois, on va mettre des séances, je vais en faire beaucoup plus parce qu'il y a une nécessité d'accompagner plus longtemps certaines familles qui ont beaucoup de difficultés. Donc, au minimum, en tout cas, moi, c'est 6 séances. Et en moyenne, parce que c'est vrai qu'avec les familles TND, c'est particulier les profils des enfants. Et quand l'enfant n'est pas dans les TND, c'est en moyenne de 4 à 6 séances. Mais en moyenne, Virginie, tu fais combien avec Bah, ça va dépendre. En fait, je peux pas vraiment dire que j'ai un nombre de séances CPIM parce que souvent, les familles, je les ai vues avant. C'est-à-dire que j'ai fait déjà une première évaluation dans le cadre de mon activité de diagnostic et d'accompagnement. Donc, je vais avoir au moins vu 3 fois les familles pour l'évaluation, l'entretien parental, l'évaluation de l'enfant et la proposition de projet thérapeutique et complémentaire. Donc, moi, je dirais que ces familles, quand je leur propose ces PIM, je les vois au moins 8 à 10 fois. Et puis, je vais pas arrêter de les voir puisque je vais continuer à les suivre. C'est-à-dire que moi, mon suivi, il s'arrête pas. C'est des enfants, quand ils sont porteurs de TND, je les vois au minimum tous les ans. Donc, je vais pouvoir suivre les progrès, la poursuite de la méthode. Et puis, on va des fois reprendre certains éléments et reprendre s'il y a des choses qui restent difficiles au niveau comportemental. Disons que voilà, je pense que je suis pas le modèle de référence pour évaluer de temps en euh, combien de séances sont nécessaires. Et on a Sylviane. Ouais, là, ça me fait penser à une question. Lorsque tu déconstruis les croyances avec les parents, lorsqu'il y a une mésentente ou lorsqu'il y a des parents TND, est-ce que tu prends le parent en solo? Ça peut m'arriver de faire des séances individuelles, ouais, si je pense que c'est nécessaire quand je vois que
ça peut être quelque chose qui va être trop difficile pour un des parents. Je vais des fois proposer de le, une séance individuelle où on va rediscuter sans que le parent il soit aussi entendu par l'autre. Parce que des fois, ça va créer des enjeux ou ça va même renforcer l'animosité. J'ai des familles qui sont séparées auxquelles je Oui, propose c'était CPIM ça. Ouais. ensemble et il y en a qui sont séparés et pour qui je propose CPIM séparés. Ouais. Parce que ça ne va pas être quelque chose de productif selon la situation. Ouais, ouais. Merci. Voilà. Et bah, combien de temps dure une séance? Alors ça va dépendre. Moi, j'ai pas, je suis obligée de conditionner mon temps. Donc, en moyenne, mes séances, elles sont découpées en 30 minutes, voire 45 minutes, 1 heure de restitution. Et mes tarifs, c'est des tarifs de médecin secteur 1. Et donc, souvent, par contre, je vais facturer les consultations aux deux parents pour la guidance. Que je considère que j'accompagne également leur santé et que j'accompagne la santé de toute cette famille. C'est un système. Ah, on a Audrey Flandroy qui lève la main. Vas-y. Oui, en fait, c'était pour rebondir sur le nombre de séances, parce que je pratique déjà CPIM dans le cadre de ma pratique, puisque je suis psychologue et neuropsychologue. Et en fait, en général, je vais dire que la majorité, c'est 6 séances. Donc, souvent, j'arrive entre 5 et 6 séances, donc une par semaine. Et puis, en général, je fais le follow-up un mois après. Et voilà. Donc, c'est globalement 6 séances. Même pour des enfants, il y a eu un diagnostic parfois de TDA. Donc, voilà. En tout cas, dans ma pratique jusqu'à présent, c'est ce que j'ai fait. Ok. On a une question sur les autres comportements, notamment les problématiques de concentration, de peur. Eh ben, effectivement, moi en tout cas dans ma pratique, euh, les difficultés. Alors, je dirais que pour moi, l'évaluation de l'attention, elle reste. Je suis pas sûre que c'est ce que j'arrive le mieux à quantifier et à voir en termes d'amélioration, mais plutôt sur des conduites effectivement de confiance en soi, de problématiques de plutôt euh, d'enfants qui ont du mal à, à, à prendre leur place ou qui ont des, des conduites un peu d'évitement. Moi, je constate que souvent, c'est quand on, c'est des problématiques souvent associées, en tout cas dans les questions d'enfants qui ont des difficultés à, à prendre leur place, à avoir confiance en eux. C'est souvent associé avec des parents qui sont donc plutôt dans la direction et donc avec des interactions moins. Quand le parent redonne cette place à l'enfant et le laisse, enfin, lui permet de démarrer dans ses capacités, ben, moi j'ai observé enfin, c'est assez spectaculaire, mais on a vraiment des enfants qui vont euh, changer d'une séance à l'autre avec une posture euh, qui va s'ouvrir et qui va vraiment être dans l'assurance et des parents qui vont être impressionnés des capacités de leur enfant. Donc, c'est assez ça peut être vraiment, ça peut permettre vraiment de changer euh, cette posture de l'enfant. Et donc, effectivement, quand l'enfant prend plus de place, il y a différentes littératures scientifiques qui soutiennent toute la partie ou toute la sphère psychoaffective, l'anxiété et le stress aussi, les angoisses, quand l'enfant a plus de confiance. À nouveau, il y a une littérature scientifique qui est derrière. Il y a un effet sur cet aspect. Donc, si on reprend le modèle de la TCC dans la gestion de l'estress, si on observe les différents modèles, donc avant d'arriver aux situations de stress, il y a avant une étape. C'est de représenter la situation. Mais si l'enfant ne connaît pas ou n'est pas amené ou n'est pas habitué à
démarrer à utiliser ces compétences, que ce soit d'initiation, que ce soit d'inhibition, la représentation qu'il va se faire de son extérieur n'est pas objectif. Donc, ça va être en fonction de ses capacités que jusqu'à ce moment-là, il l'utilise. Donc, si on lui redonne une place dans ses compétences, la représentation qu'il va se faire aussi de son extérieur, de sa réalité, va être fortement modifiée. Oui, il a beaucoup de chances en tout cas de ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? Il semblerait on arrive à la fin de vos questions. Donc, si vous n'avez pas plus de questions, merci beaucoup Virginie pour la présentation et que tu, avec toute l'expérience, les apports de CPIM dans ta pratique, dans le cadre de TND. Merci beaucoup aussi à vous toutes pour votre attention, pour votre intérêt dans toute cette thématique de TND et les différentes pistes qu'il y a aujourd'hui dans le cadre, dans les interventions en tout cas qu'il y a. Vous allez recevoir un mail bientôt avec les informations de replay. Et très certainement, nous allons aussi préparer la partie de CPIM École, car effectivement, aujourd'hui, a été très axé sur les interactions parents-enfants, mais sachez qu'il y a aussi un grand bras de levier qui est les interactions enseignants-élèves. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, ce même contexte où les parents sont touchés, les professionnels sont touchés, les écoles, les enseignantes aussi. Et presque de manière naturelle, quand on est face à ces situations, nous allons adopter des pratiques qui ne vont pas dans le sens de développement. Et ce n'est pas de manière, comment dire, ce n'est pas parce qu'on ne fait pas bien notre travail, sinon parce qu'il n'y a pas encore suffisamment d'informations de comment moduler nos pratiques en fonction de la problématique de l'enfant. Et c'est là où, comment dire, c'est là où il y a encore, comment dire, ce manquement, mais quand on modifie, que ce soit pratique parentale, maison, que ce soit pratique éducative à l'école, on touche ces fonctions exécutives. Et voilà, et vous allez, j'espère aussi bientôt présenter avec vous, partager toutes les améliorations que jusqu'à présent on a constatées suite à la mise en place de CPIM dans les milieux éducatifs. Et si je peux rajouter, Gabi, je vous partage juste le fruit de mon expérience du jour. Je fais souvent des réunions de concertation autour des patients que je vais suivre avec d'autres thérapeutes. Et du coup, ce midi, on parlait d'un patient qu'on a en commun avec une ergothérapeute de ma maison de santé. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que la méthode CPIM, elle est aussi transposable dans sa pratique à elle, d'ergothérapeute, savoir comment elle va réagir et ne pas alimenter justement le comportement de l'enfant et utiliser vraiment les principes CPIM pour justement bien redéfinir son cadre et aussi faire progresser l'enfant dans ce cadre-là. Et du coup, je pense que c'est vraiment, tu vois, tu parles de l'école, mais je pense qu'on peut aussi le ramener dans les cabinets en prise en charge individuelle. C'est aussi quelque chose qui est intéressant. Voilà. Merci Virginie. Merci beaucoup à vous toutes et un plaisir à nouveau d'avoir partagé avec vous toutes ces informations et nous restons en communication avec vous. Donc, demain, Marion vous fera un mail. Ok. Un plaisir à nouveau. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir à toutes. Merci à toutes. Bonne soirée, merci. Bonne soirée. Bonsoir.
Au revoir. revoir. Au revoir.